La Terre, une planète de 4,5 milliards d'années en perpétuelle évolution. Les continents dérivent et entrent en collision. Les volcans entrent en éruption. Et les glaciers avancent et reculent. Tous ces phénomènes sculptent la croûte terrestre de façon multiple et fascinante. Ils laissent derrière eux de nombreux mystères géologiques encore inexpliqués. Dans cet épisode, nous allons explorer les grands lacs d'Amérique du Nord, la surface d'eau douce la plus étendue au monde. Ces lacs constituent 20% des réserves d'eau douce mondiales et près de 10% de l'eau potable américaine. Ces 5 lacs sont de véritables merveilles de la nature, mais leurs origines restent mystérieuses. Aujourd'hui, les géologues se font détectives et rassemblent les preuves cachées dans ce paysage extraordinaire. Ils se retrouvent à creuser profondément dans de vastes mines de sel souterraines, à explorer les chutes torrentielles du Niagara ou à escalader un glacier haut de 1600 mètres. Comprendre comment les grands lacs sont nés permettra également de comprendre comment la Terre elle-même s'est formée. Les 4 grands lacs, le lac supérieur, le lac Michigan, le lac Huron et le lac Erie, se jettent tous dans les chutes du Niagara, qui tombent elles-mêmes dans le 5e grand lac, le lac Ontario. Le puissant torrent déverse dans la mer l'excédent d'eau de 4 des grands lacs. Pour les géologues, ces lacs sont une merveille, mais aussi un mystère de la nature. Les scientifiques cherchent à savoir comment ils se sont formés. Les pierres sont leurs indices, la glace, la lave et l'eau sont leurs suspects. Leurs recherches commencent dans ces bâtiments industriels apparemment banals au bord du lac Huron. À une centaine de mètres sous le sol se trouve un étonnant secret. Les profondeurs du lac Huron, mais aussi du lac Michigan, recèlent de vastes mines de sel creusées directement sous les lacs d'eau douce. Là, on est à 540 mètres sous la surface de la Terre. C'est la mine de sel souterraine la plus grande au monde. Et on est juste sous le lac Huron, un grand lac d'eau douce. Le plus incroyable, c'est que ce gisement de sel a été découvert par hasard. On faisait des forages pour trouver du pétrole, et à la place, on a trouvé du sel. Alors on a arrêté de chercher du pétrole, et on a exploité le sel. Ce gisement de sel constitue un premier indice. C'est la preuve qu'il y avait là une mer autrefois. Il y a des années, il y avait un grand lac salé ici. Mais au fil des saisons sèches, le lac s'est asséché, l'eau s'est évaporée et le sel s'est déposé ici, dans ces mines. Il existe des centaines de couches de sel. Les chercheurs en ont conclu que la mer s'était asséchée, puis remplie à nouveau des centaines de fois. Les scientifiques prouveront par la suite que la mer s'est définitivement évaporée il y a des millions d'années. 35% du sel nord-américain provient de ces mines. Ce sel est utilisé pour déneiger et dégivrer les routes et les trottoirs ou pour assaisonner les plats. C'est tout ce qu'il reste des mers datant de millions d'années. Et tout ce sel provient des sous-sols des lacs Huron et Michigan. Ce gisement de sel est énorme. Il doit y avoir 1000 milliards de tonnes de sel ici. Ce gisement s'étend jusqu'à Détroit et sous toute la surface du lac Huron et du lac Michigan. Le sel est fluide. Pourtant, au bout de millions d'années, les couches de sel auraient dû se détériorer. Pourquoi ont-elles résisté au temps? C'est parce que le sel est protégé par une épaisse couche de roches impénétrables qui repose comme un bassin géant sous les lacs Michigan, Huron et une partie du lac Erie. Comme la porcelaine qui tapisse le fond des baignoires, le bassin rocheux maintient l'eau douce dans les lacs.
Le géologue John Zawiski et son équipe de plongeurs recherchent des preuves sur l'origine de ce bassin rocheux. Ils se rendent à Thunder Bay, une petite île située au bord du lac Huron. En marchant sur la plage, Zawiski a découvert des preuves cruciales. Des roches apparemment insignifiantes, ignorées depuis des décennies. Mais Zawiski s'est alors rendu compte que ce qu'il regardait, c'étaient les restes fossilisés d'anciens animaux marins. J'ai reconnu quelque chose qu'aucun géologue n'avait même remarqué. Les têtes d'éponges géantes sécrétant de la chaux, qui sont à l'origine de la formation du récif. Zawiski a découvert le fossile parfaitement préservé d'une éponge de mer géante qui devait provenir d'un ancien récif corallien. Pendant 5 ans, les plongeurs de Zawiski ont sondé le lac pour essayer de déterminer la taille de cet ancien récif corallien. Ils en ont conclu que le récif devait faire une centaine de mètres d'épaisseur et qu'il devait s'enfoncer loin sous le lac Huron. Et Zawiski a pu prouver que ces roches étaient extrêmement anciennes. On peut affirmer, sans trop se tromper, que ces roches ont environ 385 millions d'années. L'Amérique était alors très différente. Il y a 385 millions d'années, cette partie du continent se trouvait dans l'hémisphère sud et elle était submergée d'anciennes mers chaudes de corail. Cette région était située au sud de l'équateur, sous un climat tropical. À cette époque, des mers peu profondes avaient envahi la plupart des terres de la planète. Tous les ans, les récifs coralliens se décomposent naturellement et se transforment en une pierre tendre, le calcaire. Et ce que les plongeurs de Zawiski découvrent sous l'île de Thunder Bay, ce sont principalement des couches et des couches de calcaire provenant des différents récifs coralliens successifs. Mais il y a des millions d'années, certaines roches calcaires situées près de la surface se sont transformées. Quand la mer d'eau saumâtre s'est évaporée, le calcaire s'est changé en une pierre plus dure. Cette pierre a directement façonné les grands lacs. Cette roche, c'est du calcaire. Celle-ci, c'était aussi du calcaire autrefois. Mais elle s'est transformée à la suite de plusieurs processus qui ont créé des conditions de recristallisation. Et c'est devenu une roche appelée la dolomie. Elle est beaucoup plus solide que le calcaire et plus résistante au climat. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Carbonate de calcium et de magnésium. Pour montrer la différence de dureté entre les pierres, Zawiski utilise un outil indispensable pour un géologue. Je vais mettre de l'acide dessus. L'acide attaque et dissout les roches les plus tendres. D'abord le calcaire. On a une réaction violente. Le calcaire libère du dioxyde de carbone. Ensuite, la dolomie. Maintenant, je vais mettre de l'acide sur la dolomie. On n'a pas du tout la même réaction. D'ailleurs, il n'y a presque aucune réaction du tout. Zawiski a prouvé que la dolomie était une pierre plus dure et plus résistante que le calcaire. L'eau salée de l'ancien océan a transformé la couche supérieure du dépôt de calcaire en une pierre solide et résistante, la dolomie. C'est cette pierre qui constitue l'épais bassin de roches présent sous 3 des 5 grands lacs, les lacs Michigan, Huron et Erie. Les scientifiques commencent à reconstituer l'enchaînement des événements qui ont mené à la formation des grands lacs. Voici les premiers indices. De vastes gisements de sel prouvent l'existence d'un ancien océan. Cet océan saumâtre a transformé le tendre calcaire fossilisé en dolomie, une pierre plus dure. Et c'est la dolomie qui compose le bassin rocheux situé sous les lacs Michigan, Huron et Erie. Les sommets de ce bassin rocheux, les rebords, forment des falaises escarpées qui dominent ces 3 lacs. Cet immense mur de pierre, appelé l'escarpement du Niagara, constitue la frontière entre ces lacs. Et il a créé l'un des plus beaux spectacles naturels au monde, les chutes du Niagara.
3000 tonnes d'eau par seconde passent par-dessus cette falaise de dolomie. Toute cette eau provient des 4 plus grands lacs. Mais c'est plus qu'un simple miracle de la nature. Les chutes du Niagara sont un élément clé qui aidera les scientifiques à déterminer quand l'eau douce a commencé à couler dans ce qu'on appelle aujourd'hui les grands lacs. Les grands lacs d'Amérique du Nord. Les géologues ont découvert que 3 des 5 lacs se sont formés sur un vaste bassin rocheux créé par une ancienne lagune. La question, c'est quand? Ils pensent trouver la réponse ici, dans les chutes du Niagara. Derrière ce rideau de pluie se cachent des indices sur l'origine des lacs. Comme dans une piscine à débordement, l'excédent d'eau des lacs supérieurs, Michigan, Huron et Erie se déverse dans le lac Ontario via les chutes du Niagara. Toute cette eau transforme les chutes. Et cette transformation peut être mesurée et utilisée pour calculer l'âge des lacs. Les chutes ont été étudiées pour la première fois par l'un des pères fondateurs de la géologie moderne, Charles Lyell. Lyell, l'un des premiers à avoir percé à jour certains des secrets de la Terre, était intrigué par le concept de temps géologique. Charles Lyell est arrivé aux chutes du Niagara dans les années 1840 et il a fait des observations très intéressantes. Il croyait au principe selon lequel les événements qu'on observe aujourd'hui peuvent être utilisés comme des exemples de ce qui est arrivé dans le passé. Lyell pense que le monde ne s'est pas façonné en quelques jours, ni même en quelques années, mais très lentement, durant des millions et des milliards d'années. Lyell s'oppose alors aux érudits bibliques de l'époque, pour qui la Terre a été créée en un laps de temps relativement court. Lyell comprend que des transformations géologiques spectaculaires ont lieu tous les jours dans les chutes du Niagara. S'il arrive à mesurer ces transformations, il pourra peut-être calculer l'âge des chutes. La technique de Lyell est extrêmement simple. Il a remarqué que sous les chutes, il y avait une grande gorge. Les locaux disent que cette gorge s'étend progressivement à mesure que l'eau creuse l'escarpement des chutes. Avec l'érosion de l'eau, les chutes reculent. Si on regarde les chutes de profil, on comprend pourquoi l'escarpement est érodé par l'eau. Les chutes sont constituées d'une pente raide dont le tiers supérieur est composé d'une couche très dure de dolomie créée, comme on l'a vu, par l'eau de mer. Les 2 tiers inférieurs de cet escarpement sont composés d'une couche beaucoup plus tendre de schiste argileux. À mesure que l'eau tombe, elle érode le schiste argileux qui se trouve sous la dolomie et des blocs de roche se détachent de l'escarpement. Là-bas, on voit des blocs massifs de dolomie qui sont tombés au pied des chutes. À chaque fois qu'un bloc de dolomie tombe, les chutes reculent. Lyell pense que ce phénomène existe depuis des milliers d'années et qu'il continue de se produire. L'apparition de ce phénomène correspond à l'apparition des lacs, au moment où l'eau s'est frayé un chemin jusqu'à l'escarpement et a commencé à l'éroder. Pour découvrir l'âge des chutes, Charles Lyell n'a plus qu'à se livrer à de simples calculs mathématiques. Il s'est rendu compte que les chutes étaient alors à 11 km de leur point d'origine. Il a calculé qu'elles reculaient de 30 cm chaque année. Il en a donc conclu que les chutes avaient environ 35 000 ans. Les calculs de Lyell sont basés sur de simples mesures, mais ces mesures n'étaient pas tout à fait exactes. Il pensait que les chutes reculaient de 30 cm par an. Aujourd'hui, les mesures sont beaucoup plus précises. Cette plaque commémore le Table Rock, l'endroit où se trouvaient les chutes au début du 19e siècle. Depuis cette date, les chutes ont reculé d'environ 190 mètres. Ces 200 dernières années, les chutes ont donc reculé non pas de 30 cm, mais de 1 mètre par an. Les calculs de Lyell étaient donc faussés.
Les chutes n'ont pas 35 000 ans, mais un tiers de ce chiffre, tout juste 12 000 ans, le temps d'un battement de paupières dans l'histoire de la Terre, âgée de 4,5 milliards d'années. À force de recherches pour comprendre l'origine des Grands Lacs, les scientifiques ont maintenant un indice capital, l'âge des chutes du Niagara. Nées au même moment que les Grands Lacs, les chutes servent de débordement pour l'excédent d'eau des lacs en amont qui se jettent dans le lac Ontario. Donc, si les chutes n'existent que depuis 12 000 ans, cela signifie que les lacs sont tout aussi incroyablement jeunes. Maintenant que les scientifiques savent quand les lacs sont nés, ils vont chercher à savoir comment. Quelle force colossale a pu créer non pas un, mais 5 grands lacs? Cette force était tellement puissante qu'elle a forcément laissé des traces de son passage dans la région. Le géologue John Menzies scrute le paysage à la recherche des mystérieuses forces qui ont créé les Grands Lacs. Et il remarque quelque chose d'inhabituel. Plusieurs collines étranges en forme de dos de baleine, appelées drumlins. Certains sont petits et ramassés, d'autres sont beaucoup plus allongés. Celui-ci fait presque 160 mètres de longueur, 46 mètres de hauteur et 60 mètres de largeur. Voici la preuve que John Menzies cherchait. Il y a beaucoup de champs de drumlins en Amérique du Nord, mais celui-ci est particulièrement étendu. Il doit y avoir 60 000 à 80 000 drumlins ici, c'est énorme. Chaque drumlin pointe dans la même direction, le nord, d'où a émergé une force extraordinaire. Menzies en déduit qu'ils ont tous été créés par la même chose. Mais quoi? La réponse se trouve à plus de 6000 km de là, dans les Alpes suisses. Ici, les coupables sautent aux yeux. La neige et la glace. La Suisse abrite quelques-uns des plus grands glaciers d'Europe. Ce sont des rivières de glace géantes qui coulent le long des vallées montagneuses. Le glaciologue Andreas Boder étudie la façon dont les glaciers transforment le paysage. Ce qu'il découvrira ici pourrait aider à comprendre comment les Grands Lacs ont été créés. On va mesurer le mouvement de la glace. Ce réflecteur renvoie le signal laser qui provient d'un théodolite, ce qui nous donne la position exacte de ce piquet. Ensuite, on peut calculer le mouvement. Mes collègues là-bas creusent de profonds trous à la base du glacier pour installer des instruments qui nous permettront de comprendre comment le glacier se déplace. Les mesures de Boder montrent que ce glacier bouge de plus de 3 mètres par mois. Voici un glacier qui est en train de s'écouler le long de la montagne. Ce sont des images prises à intervalles réguliers pendant toute une année. Pour comprendre ce qui le fait bouger, Boder escalade le glacier. Ce glacier est âgé de milliers d'années et il peut faire 1,6 km d'épaisseur. De la glace qui fait 1,6 km d'épaisseur pèse un poids colossal de 3,8 milliards de tonnes par kilomètre carré, ce qui équivaut au poids de 59 000 pétroliers remplis à ras-bord. Et c'est ce poids écrasant qui fait du glacier une telle force de la nature. C'est ce poids qui entraîne doucement le glacier vers le bas de la vallée, emportant tout sur son passage, des roches et des débris. Ces roches agissent comme les lames d'un bulldozer géant, érodant le sol et emportant avec elles encore plus de roches et de terre. Mais quand la température remonte, le glacier fond et se retire vers le haut de la vallée, laissant d'énormes tas de roches et de débris derrière lui. C'est de cette façon que les drumlins d'Amérique du Nord se sont formés. Ils ont été entraînés puis déposés là par un puissant glacier. Un glacier qui a aussi très bien pu creuser les Grands Lacs. Le mystère se dissipe.
Les chutes du Niagara sont âgées de 12 000 ans. Cela suggère que les lacs sont tout aussi récents. Non loin, des milliers de drumlins pointent vers un ancien glacier qui a dû creuser les grands lacs. C'est un fait indéniable. Mais un problème subsiste. Les grands lacs font 5 fois la taille de la Suisse. Mais on ne connaît l'existence d'aucun glacier de cette taille. Les géologues sont sur la trace de quelque chose d'encore plus puissant qui aurait pu causer des destructions massives, une sorte de monstre préhistorique qui aurait parcouru toute l'Amérique du Nord. Les géologues scrutent le paysage à la recherche d'une force colossale, une force capable d'arracher 12 milliards de tonnes de roches et de créer les grands lacs d'Amérique du Nord. Il s'agirait d'un pan de glace si énorme qu'il battrait tous les records et défierait toute logique. John Menzies cherche des preuves de l'existence de ce monstre préhistorique au sud des chutes du Niagara. Toute cette zone était recouverte de glace et un énorme torrent de sédiments et d'eau déferlait entre la glace et ce substrat rocheux. C'est le déplacement des sédiments qui a créé ces magnifiques stries et ces sillons parallèles. Et il trouve d'autres indices. Des rochers géants faits d'une roche dure et cristalline appelée granit. Ces rochers reposent sur un terrain sablonneux et plat. Ils ne devraient pas être là. C'est ce qu'on appelle un bloc erratique. C'est du granit. Il pèse entre 80 et 100 tonnes. À l'origine, il se trouvait à la base d'un glacier. Quand le glacier s'est déplacé, le bloc a suivi le mouvement, un peu comme sur un tapis roulant. Il est arrivé jusqu'ici, au sud de l'Ontario, à 700 km au sud du bouclier canadien. Depuis, le glacier s'est retiré, la glace a fondu et ce bloc a été abandonné sur place. Les blocs erratiques ont parcouru des centaines de kilomètres depuis le nord du Canada, créant des sillons dans le substrat rocheux et des drumlins. Les indices s'accumulent. Autrefois, il y avait de la glace ici, beaucoup de glace. Les géologues ont cartographié toutes ces données et une image extraordinaire en est ressortie. Pas celle d'un glacier, mais d'une vaste calotte glaciaire d'1,6 km d'épaisseur et de 3200 km de long. Elle s'étendait depuis le pôle Nord jusqu'à Chicago et New York et elle a tout détruit sur son passage. Voilà une force assez puissante pour créer les grands lacs. Mais même cette vaste calotte glaciaire n'a pas pu creuser ces bassins de plus de 400 mètres de profondeur. Le coupable avait forcément un complice. À Scarborough Bluff, à une trentaine de mètres du lac Ontario, John Menzies a découvert un dépôt inhabituel sur un escarpement. Les couches de roches lui permettent de remonter le temps géologique. Plus il s'enfonce, plus il remonte loin. C'est un voyage à travers les 60 000 dernières années de l'histoire géologique de cette partie du Canada. La formation la plus basse date d'il y a environ 65 000 à 40 000 ans. La couche suivante date d'il y a 25 000 à 10 000 ans. Menzies s'intéresse aux couches les plus sombres, prises en sandwich entre les couches les plus claires. Ce que nous voyons ici, c'est une série de sédiments qui illustrent les mouvements de la glace à travers cette partie du Canada. Ces couches sombres marquent la fin de chaque période glaciaire. Elles sont constituées d'éléments organiques issus des plantes qui ont repoussé avec le réchauffement climatique. John Menzies tient la preuve que la période glaciaire est revenue au moins 2 fois ici pendant son cycle de destruction. En fait, dans la région des Grands Lacs, les géologues ont trouvé pas moins de 10 énormes calottes glaciaires distinctes. À chaque fois qu'une nouvelle calotte glaciaire se déplace, elle creuse un peu plus les bassins des Grands Lacs pour finalement former le plus grand système de lacs au monde. Mais la glace a épargné beaucoup d'autres endroits. Cela suggère qu'il y avait d'autres forces en jeu.
quelque chose dans le passé des lacs les a différenciés des terres environnantes et les a rendus plus vulnérables aux attaques des calottes glaciaires. Menzies décide de creuser un peu plus pour retrouver les paysages qui existaient avant les périodes glaciaires. En remontant 2,5 millions d'années en arrière, il découvre l'existence d'un ancien réseau de rivières qui coulait à l'endroit même des Grands Lacs. La topographie préglaciaire du bassin des Grands Lacs correspond parfaitement à l'actuel système des Grands Lacs et des bassins. L'emplacement et l'écoulement des anciennes rivières concordent exactement avec ceux des Grands Lacs d'aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence. Ces anciennes rivières ont créé des vallées qui ont guidé le déplacement des calottes glaciaires. Quand les calottes glaciaires avançaient vers le sud, elles avaient tendance à suivre le chemin tracé par les rivières préglaciaires. C'étaient des zones de déplacement très rapides et du coup elles ont créé une érosion des sols encore plus forte. Les calottes glaciaires se sont engouffrées dans les anciennes vallées et elles ont pu se déplacer beaucoup plus vite. Menzies pense que les épais sédiments laissés par la rivière ont accéléré le déplacement des calottes glaciaires. Les sédiments agissent comme des lubrifiants sous la glace. Ça a dû sensiblement accélérer le glissement des calottes. Ces calottes glaciaires hyper rapides étaient encore plus destructrices pour le paysage. Une partie du mystère est levée. La présence de nombreux drumlins atteste de la puissance brutale des vastes calottes glaciaires. Les couches de roches sombres révèlent que la glace était un tueur en série. Un réseau d'anciennes rivières a laissé certaines zones plus vulnérables que d'autres à ces attaques. Il a transformé des calottes glaciaires lourdes et lentes en calottes hyper rapides et hyper destructrices. Ces calottes ont creusé la roche tendre et les sédiments jusqu'à la couche de dolomie plus dure. Cette couche correspond aujourd'hui au plancher rocheux des lacs. Voilà comment les bassins des Grands Lacs ont été créés. Affaire classée pour 3 des 5 lacs. Mais pas pour les 2 derniers situés en dehors du bassin rocheux. Les lacs Ontario et Supérieur sont des outsiders. Pour eux, cette théorie ne tient pas. Ils sont simplement trop profonds. Pour comprendre pourquoi, une audacieuse équipe de plongeurs part en expédition sonder le lac Supérieur, le plus grand, le plus profond et le plus important de tous. Les recherches se poursuivent pour comprendre l'origine des Grands Lacs d'Amérique du Nord. Les géologues ont prouvé que les lacs centraux reposaient sur un vaste bassin rocheux créé par une ancienne lagune et creusé par des calottes glaciaires géantes. Mais en ce qui concerne le lac Supérieur, c'est une autre histoire. Le plus grand de tous les lacs s'enfonce à 400 mètres de profondeur. Il pourrait presque submerger l'Empire State Building. Et il repose en dehors du bassin rocheux. Le lac Supérieur n'est pas juste plus profond que les autres lacs. Son plancher est aussi le point le plus bas du continent nord-américain. Plus de la moitié de ce gigantesque lac repose sous le niveau de la mer. La question, c'est pourquoi ? Le géologue canadien Henry Hall est convaincu que la réponse se trouve au fin fond du lac. On a pu étudier une partie très isolée du lac, presque au centre géométrique, qui s'appelle le Superior Shoal. On ne connaissait pas la nature des roches qui la composaient, ni le pourquoi de son existence. À l'été 1987, Hall dirige une expédition dans les profondeurs inexplorées du lac. On a plongé, on a mis environ 15 minutes pour arriver au fond du lac. C'était le noir complet, les seules lumières provenaient des projecteurs du submersible. Et quand on a atteint le fond, le pilote a dit « C'est très étrange, je reçois encore des échos qui viennent d'un peu partout. » Ça a l'air presque vertical. C'est vertical. Plus que vertical. Tout au fond du lac, à la frontière entre le Canada et les États-Unis, Hall découvre une étrange formation rocheuse.
Le pilote a dit « On se croirait dans une sorte de cheminée, mais je ne suis pas sûr de ce que c'est. » Hall et son submersible se trouvent dans un canyon à 370 mètres sous la surface. Intrigué, il en profite pour regarder de plus près les parois du canyon. Et en remontant, j'ai commencé à voir des stries, comme ici. C'étaient d'authentiques stries glaciaires qui se trouvaient sur les parois de ce qui devait être un canyon. On remonte le long de cette façade verticale. Hall a découvert un vaste canyon strié et éraflé par le glacier qui a creusé le lac. Mais c'est le type de roche constituant le canyon qui explique l'exceptionnelle profondeur du lac supérieur. Il utilise les bras du robot sous-marin pour prendre des échantillons des parois du canyon. Le canyon est constitué de basalte noir. La découverte de cette roche fait prendre à l'enquête une direction surprenante. Le basalte a seulement pu être formé lors d'une intense activité volcanique. Cette roche se forme lorsque le magma provenant des profondeurs de la Terre remonte à la surface. Il y a 1 milliard d'années, la croûte terrestre s'est entrouverte à 7 endroits, formant un rift. Le magma s'est infiltré et s'est répandu le long du rift. En refroidissant, il a laissé place à une couche de basalte solide. Et depuis des millions d'années, le rift se remplit de tendres roches sédimentaires. Dans ce lac, il y a une couche extrêmement épaisse de sédiments qui repose sur ces roches volcaniques. Et cette couche est relativement tendre. Beaucoup de géologues pensent que ce type d'activité volcanique n'est pas non plus étranger à la formation du 5e et dernier lac. Le lac Ontario est le 2e lac le plus profond. Là aussi, un rift est apparu, mais beaucoup plus tard que celui du lac supérieur. Cette crevasse volcanique s'est étendue jusqu'à l'océan, créant au passage le lac Ontario et la voie maritime du Saint-Laurent. Quelques millions d'années plus tard, la calotte glaciaire de plus d'1 kilomètre d'épaisseur a facilement creusé la structure du rift sous les lacs supérieurs et Ontario. L'extraordinaire histoire des origines de la formation des Grands Lacs est presque terminée. Dans les lacs centraux, les calottes glaciaires ont creusé la roche la plus tendre jusqu'au bassin de roches plus dures. Au nord, la glace a attaqué un rift âgé de milliards d'années pour créer le plus profond des lacs, le lac supérieur. C'est aussi ce qu'il s'est passé pour le lac Ontario. Quand les glaces ont fondu pour la dernière fois, il y a 14 000 ans, elles ont rempli les lacs d'eau douce. Ça semble logique. Mais il y a un problème. Il y avait tellement de glace que les Grands Lacs auraient dû être beaucoup plus grands qu'ils ne le sont aujourd'hui. Juste au moment où les géologues pensaient avoir résolu le mystère des origines des lacs, un nouveau mystère surgit. Où est passée toute cette eau ? Le géologue John Menzies cherche à comprendre ce qu'il s'est passé à la fin de la dernière période glaciaire, quand la vaste calotte glaciaire de 1600 mètres d'épaisseur a commencé à se retirer vers le pôle Nord. Il pense que cette calotte était tellement grande qu'elle aurait dû créer des lacs beaucoup plus étendus que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Il cherche des preuves de l'existence de l'un de ces lacs préhistoriques. La fonte de la calotte glaciaire a donné naissance à un immense lac d'eau douce que les géologues appellent le lac Iroquois. Quand ce lac s'est asséché, il a laissé derrière lui des plages encore visibles aujourd'hui. Menzies pense qu'on peut apercevoir les anciens rivages de ce lac dans les paysages inclinés autour du lac Ontario. À mesure que Menzies s'éloigne du lac Ontario, c'est comme s'il remontait le temps sur la trace des anciens rivages du lac Iroquois. Là, on traverse les rivages les uns après les autres. Si on est sûr que c'était des rivages, c'est parce qu'ils contiennent de grandes zones de sable, du sable de plage. La plus ancienne zone de plage a 12 000 ans et la plus basse a 6 000 ans. Arrivé en haut de la colline, à 120 mètres au-dessus du niveau du lac Ontario,
Menzies se retrouve sur l'ancien rivage du lac originel. Le lac Ontario est là-bas dans la brume. Et là, on se trouve à 1200 mètres au-dessus du lac, sur cette plage qui s'est formée il y a peut-être 10 000 ou 11 000 ans. Et là-bas, il y a la plage la plus vieille de toutes, elle a environ 12 000 ans. Ces anciennes plages, aujourd'hui enfouies sous le paysage environnant, sont les preuves de l'existence d'un ancien lac d'eau douce colossal. On parle d'une quantité d'eau impressionnante. Le lac s'étendait d'ici jusqu'au lac Ontario et même au-delà, jusqu'à l'État de New York et la ville de Rochester. C'était une mer intérieure gigantesque. Malgré leur taille, les Grands Lacs ne représentent qu'une infime partie de ces vastes lacs préhistoriques. L'eau a disparu. Et les géologues veulent savoir comment. À 80 km à l'est de Toronto, dans le canyon de la rivière India, Menzies retrouve la trace des torrents disparus. Ce qu'on voit là, c'est un énorme gouffre sous-glaciaire formé par les eaux de fonte qui circulaient sous la calotte glaciaire Laurentide. Les eaux de fonte formaient comme un vortex, un tourbillon très violent qui creusait le sol. Les eaux de fonte contenaient plein de rochers et de sédiments qui leur permettaient de s'enfoncer encore plus profondément comme ici. Ces gouffres prouvent qu'il y a eu ici une inondation catastrophique avec d'énormes volumes d'eau qui se déplaçaient à des vitesses impressionnantes. Mais cette eau avait besoin d'une porte de sortie et Menzies pense l'avoir trouvée. Ce devait être un torrent immense, d'au moins 3 km de large, qui pouvait s'enfoncer jusqu'à 120 mètres de profondeur et se déplacer à une vitesse incroyable. À côté se trouve une pente abrupte, une preuve de plus de la puissance terrifiante de cette inondation. Le ruisseau qui subsiste aujourd'hui n'aurait jamais pu creuser une telle quantité de roches. Là-bas, c'est ce qu'on appelle un ruisseau marginal. C'est la petite rivière India. C'est le vestige de ce courant torrentiel. Les géologues pensent que lorsque la calotte glaciaire s'est retirée, elle a dévoilé le lit de l'ancienne rivière India. Les eaux de fonte en ont profité pour inonder la zone. Il y a 12 000 ans, quand la glace s'est définitivement retirée, elle a libéré la voie maritime du Saint-Laurent et a permis au Grand Lac de s'écouler. Le mystère des Grands Lacs est élucidé. Les calottes glaciaires ont creusé à plusieurs reprises de profonds bassins, approfondissant d'anciennes failles dans la croûte terrestre. Les plages préhistoriques montrent que lorsque la dernière calotte glaciaire a fondu, l'eau a inondé le bassin pour créer d'énormes lacs, tels le lac Iroquois. Et quand la glace a définitivement reculé il y a 12 000 ans, l'excédent d'eau s'est écoulé, laissant les Grands Lacs tels qu'on les connaît aujourd'hui. Mais même si l'on sait comment les Grands Lacs se sont formés, ils sont en perpétuelle évolution. Et les scientifiques pensent qu'arrivera un jour où les lacs disparaîtront à jamais. Les Grands Lacs évoluent depuis des milliards d'années. Aujourd'hui, les lacs et les villes qui bordent ces lacs sont interdépendants. Les lacs fournissent de l'eau potable à 20 millions de personnes et permettent d'irriguer les cultures de tout le Midwest. Mais depuis quelques années, l'avenir des Grands Lacs est incertain. Le niveau des eaux chute. Les personnes qui travaillent depuis longtemps sur les lacs ont déjà constaté des changements. On a remarqué une forte baisse du niveau des eaux au mois de septembre, où l'eau a baissé de 30 cm en une semaine. Et le reste de l'automne, le niveau de l'eau a encore baissé de 60 cm. On le voit à la couleur plus rose, plus claire de la roche, en dessous de la roche plus sombre, exposée au climat. Là, on voit que l'eau a carrément baissé de 90 à 120 cm. Beaucoup ont accusé le réchauffement climatique d'être à l'origine de ce phénomène. Mais pour les géologues, il y a une autre force en jeu.
La calotte glaciaire qui a creusé les lacs était si lourde qu'elle a enfoncé et déformé la croûte terrestre. Maintenant que la glace a disparu, la croûte reprend sa forme d'origine et remonte. Ce qui est incroyable, c'est que 9000 ans après la fin de la dernière période glaciaire, le sol s'élève encore. Au nord, où la glace était plus épaisse, le sol s'est élevé de 550 mètres depuis que la glace a fondu. À Toronto, la célèbre tour nationale du Canada semble plus haute. Depuis que la croûte se regonfle, les terres autour du lac Ontario s'élèvent de presque 3 cm par an. La tour nationale du Canada repose sur ces terres. Du coup, elle aussi s'élève lentement comme toute la zone environnante. Le lac Nipissing est aujourd'hui une petite étendue d'eau au nord du lac Huron. Il y a 12 000 ans, quand la glace a commencé à fondre et que le lac Nipissing est né, il s'élevait au niveau de la mer. Quand la terre a commencé à remonter, le lac Nipissing s'est un peu vidé, mais il s'est aussi beaucoup élevé. Maintenant, le niveau du lac doit être à 120-140 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les géologues appellent ce phénomène le rebond post-glaciaire. Ce rebond affecte le fragile équilibre du réseau des petites rivières qui alimentent les lacs. C'est un exemple intéressant du rebond post-glaciaire. Pour l'instant, cette rivière se jette dans le lac. Mais avec le rebond post-glaciaire, le sol pourrait s'élever et la rivière arrêterait de se jeter dans le lac. C'est le rebond post-glaciaire qui est en partie responsable de la chute du niveau des lacs. À mesure que les lacs se vident, ils s'allègent, ce qui permet à la croûte terrestre de remonter encore plus vite. Le niveau des lacs va baisser. Il y aura moins d'eau dans le bassin, le lac sera plus léger et ça ne fera qu'accélérer le rebond post-glaciaire. Le sol va s'élever encore plus vite et ainsi de suite. La croûte s'élève et les lacs se vident lentement. Mais dans quelques milliers d'années, les lacs feront face à un changement encore plus radical. Aujourd'hui, la géologie nous amène à explorer non seulement le passé, mais aussi le futur. On a la possibilité de prédire ce qui pourrait arriver dans les prochains millénaires. Et le futur se joue maintenant dans les chutes du Niagara, du moins en termes géologiques. Chaque année, les chutes reculent de près d'1 mètre. Il ne reste plus que 20 km et 21 000 ans avant qu'elles n'atteignent le lac Erie. Le jour où ça arrivera, tout va changer et s'accélérer. Si les chutes s'érodent jusqu'au lac Erie, ce qui prendrait des milliers d'années, le niveau des lacs supérieurs, Huron et Michigan, s'ajusterait au niveau inférieur du lac Erie et s'abaisserait. La pente raide qui sépare les chutes des lacs agit comme un bloc. C'est l'escarpement du Niagara qui est surmonté d'une roche dure, la dolomie. Quand les chutes auront reculé jusqu'au lac Erie, le niveau des eaux de tous les lacs perdront 55 mètres, la hauteur des chutes du Niagara. Le lac Erie se videra presque entièrement. Un jour, tous les lacs pourraient disparaître en même temps. Mais les géologues prédisent également l'arrivée d'une nouvelle ère glaciaire. Une nouvelle période glaciaire commencera et elle couvrira au moins 30% des terres, comme c'était le cas dans les périodes glaciaires précédentes. Et quand les glaces reviendront, elles creuseront encore plus profondément les bassins des lacs avant qu'ils ne se remplissent à nouveau. Le plus important des systèmes d'eau douce au monde a une histoire extraordinaire. Un canyon en basalte découvert au fond du lac supérieur révèle que 2 grands rifts se sont formés sous les lacs supérieurs et Ontario. Des éponges de mer fossilisées prouvent l'existence d'une ancienne mer saumâtre qui est à l'origine du bassin rocheux sur lequel reposent les lacs Michigan, Erie et Huron. Des milliers de drumlins attestent que ce sont de vastes calottes glaciaires qui ont creusé les bassins des lacs. Nés il y a tout juste 12 000 ans, les grands lacs, tels que nous les connaissons aujourd'hui, ne sont que de passage. Ils n'auront existé que le temps d'un battement d'ailes. Mais leur histoire est loin d'être terminée. Les grands lacs changent et évoluent, à l'image de la Terre elle-même.